Bonjour messieurs, je vous en prie, prenez place. Alors donc l'objectif de ce panel aujourd'hui, c'est de discuter commande publique, commande privée et d'échanger un peu sur ce sujet. On est ensemble pendant 30 minutes. On va peut-être commencer par vous, Monsieur Adam. Vous êtes directeur des achats de l'État. Merci beaucoup d'être avec nous. On est à quelques mois suivant le lancement de Je choisis la French Tech, qui est une initiative du gouvernement pour doper l'accès à la commande publique et à la commande privée pour les startups et les scale-up. Vous, quels sont alors les engagements de l'État là-dessus, mais surtout quels sont les dispositifs pour avoir accès à l'achat innovant en startup aujourd'hui ? Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis directeur des achats de l'État donc au ministère de l'économie et des finances à Bercy. Donc on est chargé d'animer la politique d'achat de l'État, mais aussi de ses établissements publics. Alors peut-être sur ce point, il y a plusieurs cercles d'analyse, mais je voudrais d'abord rappeler, parce qu'on peut avoir l'impression que peut-être que la commande publique s'adresse avant tout à des grandes entreprises. Alors d'abord, il faut rappeler que ça n'est pas globalement vrai. Il y a à peu près 30% de notre dépense d'achat qui se tourne vers des PME. Bon, donc ça c'est le premier sous-ensemble PME. Alors ensuite, si on regarde, on essaye de regarder plus le monde, disons, start-up, qui n'est pas totalement, qu'on ne suit pas peut-être statistiquement de la même manière, mais on suit au moins un agrégat qui sont les PME innovantes. Donc ça représente aujourd'hui environ un peu moins de 3% des achats, 2,7 en 2022. Voilà, donc c'est pas énorme, mais si je prends l'assiette des achats strictement de l'État, donc hors défense, c'est à peu près 20 milliards d'euros par an, donc 2,7%, c'est quand même environ 500 millions. Voilà. Et il faut rajouter à ça les dépenses des opérateurs sur à peu près la même assiette, 20 milliards. Donc, c'est pas énorme en pourcentage, j'en suis tout à fait conscient, mais c'est quand même pas tout à fait négligeable. Ça progresse, et donc comme le ministre Jean-Noël Barrot l'a annoncé au printemps, on a l'objectif d'atteindre 4% en 2027. Bon, ça c'est pour, disons, le quantitatif. Je préfère le rappeler quand même parce que voilà, c'est pour montrer il y a clairement une marge de progrès. On ne part pas de rien. Hein, voilà, je pense qu'il faut quand même le rappeler. Alors, d'un point de vue qualitatif, alors, ce que nous efforçons de mener, c'est, disons, un effort de sensibilisation et d'explication vis-à-vis de tous les acheteurs. Je pense qu'il est important de rappeler qu'au sein de l'État, la fonction achat, elle reste relativement répartie. Hein, donc, il n'y a pas eu une décision en un point unique. Nous, direction des achats, on procède à un certain nombre d'achats, mais les ministères au niveau central en font aussi, et il y en a aussi au niveau déconcentré. Bon, donc, il y a différents décideurs, et pour des volumétries qui sont extrêmement variables. Je pense que ça, c'est un point qu'il faut rappeler, qui peut intéresser vos entreprises. Donc, il y a à la fois des achats qui sont faits pour des montants très, très importants, et puis, en fait, on a toute la gamme jusqu'à, disons, la réponse à des besoins émergents, des besoins très spécifiques et ponctuels, qui peuvent être de quelques dizaines de milliers d'euros. Donc, je pense qu'il faut vraiment, il faut vraiment intégrer ça. Dans votre relation avec les administrations. Nous nous efforçons en particulier de bien expliquer à tous les acheteurs quels sont les leviers que leur donne le droit de la commande publique. Alors, le droit de la commande publique, il découle très largement de directives européennes, donc je pense que voilà, c'est un message aussi à faire passer. Il est réaliste de dire qu'il ne va pas changer fondamentalement à court terme. Je pense qu'il vaut mieux le dire. Ça ne signifie pas que nous n'ayons aucune marge de manœuvre. En particulier, les acheteurs publics, leur grosse marge de manœuvre, c'est d'abord de définir leurs besoins. Voilà. Et donc un besoin, c'est quelque chose sur lequel on affine, et on a parfaitement la possibilité de faire du sourcing, de discuter avec des acteurs économiques. Et un besoin, ça s'ajuste aussi par rapport à la perception de l'offre qu'on peut avoir en face. Donc ça, c'est le message que nous passons aux acteurs publics. Il y a un deuxième choix qui est très important, c'est celui de l'allotissement. Donc l'allotissement, c'est la technique qui fait que quand on achète, on doit en principe ne pas acheter en
en une seule prestation, mais répartir en lots. Ça, c'est le principe. En réalité, les acheteurs publics ont une très grande marge de manœuvre pour fixer l'allotissement. Il n'y a pas de règle précise. Donc vous pouvez très bien, dans certains cas, décider d'acheter un truc énorme où il n'y aura que 2 lots. Et puis vous avez aussi la possibilité d'en faire 25 ou 30, des lots géographiques, des lots par type de prestation, des lots de taille très différentes. Donc ça, c'est vraiment un point qui est assez stratégique parce que ça permet, sur un certain nombre de besoins, de se dire, là peut-être on a un besoin qui est assez récurrent, standard, on va faire un lot très gros, où il y aura sans doute que des gros acteurs qui vont pouvoir répondre. Et à côté de ça, en fait, on a des besoins un peu nouveaux, un peu émergents, et on va faire des lots plus petits volontairement qui seront accessibles à d'autres acteurs. Voilà. Donc ça, c'est des techniques qui sont parfaitement possibles, qui ne posent aucun problème juridique. Donc il faut que vous ayez en tête que vous avez en face des acteurs publics qui ont cette possibilité. Voilà, donc je voudrais vraiment insister sur cette marge de manœuvre. En revanche, sachez que les acteurs publics auront très peu de marge de manœuvre sur un certain nombre d'aspects administratifs liés notamment à la constitution des dossiers de candidature ou d'offres qui doivent vous être remis, sur lesquels il y a tout un tas de contraintes. Et là, je ne peux pas dire autre chose que c'est une compétence à constituer ou bien il faut se faire aider par des acteurs spécialisés. Mais là, en revanche, je ne peux pas vous dire que les acteurs publics auront la possibilité de faire sauter ces contraintes. Je pense qu'il vaut mieux passer le message assez clairement. Ensuite, troisième point, il y a des procédures spécifiques pour faciliter l'achat innovant. Alors notamment, pour, disons, des petits achats, les acteurs publics ont la possibilité d'acheter sans publicité, sans mise en concurrence, en dessous de 100 000 € pour des achats innovants. Bon, alors 100 000 €, ce n'est pas une limite qui est très élevée, on en est très conscient. Mais en revanche, cet outil il est assez simple à mobiliser. Donc c'est un sujet qui se développe. Cette année, on a pu bénéficier d'un petit outil financier qui a permis de soutenir une cinquantaine de projets sur l'État et les opérateurs, justement sur des achats innovants très divers et qui ont permis notamment de toucher des entreprises de la French Tech. Donc c'est quelque chose qu'on va continuer. Donc il faut avoir en tête cette limite de 100 000 €. Alors évidemment, en fonction de la taille des acteurs, c'est plus pour des acteurs qui démarrent. Ça peut être un premier niveau. Ces 100 000 €, ils s'appliquent, disons, pour chaque acheteur public. Donc en réalité, tant que ça peut être considéré comme innovant, ça peut être 100 000 € dans plusieurs cas. Je ne dis pas 50, parce que quand on a fait 50 fois, c'est probablement plus innovant. Mais donc, ce n'est pas une limite qui s'applique de manière stricte. Et une fois qu'on l'a dépassée, ça peut concerner différents acheteurs publics. Il y a aussi des procédures un peu plus complexes qui sont celles du partenariat d'innovation. Bon, c'est une procédure assez délicate, longue, etc. Donc, qui n'est pas forcément, totalement adaptée. En tout cas, retenez que il y a vraiment des possibilités d'organiser l'achat pour favoriser l'achat innovant. Donc ça existe et donc encore faut-il l'utiliser. Donc ça fait partie de notre responsabilité de direction des achats de bien expliquer à tout le monde comment ça marche. Mais on a quand même un certain nombre de leviers. Je pense ensuite, donc, dans tout ça, ce qui est très important, finalement, c'est la mise en relation. C'est-à-dire sur les deux sujets, expression de besoin, choisir la bonne procédure, ça sera d'autant plus facile que l'acheteur public aura en tête déjà une offre qui, quelque part, peut l'intéresser, ou différentes offres qui pourraient l'intéresser et vers lesquelles il veut aller. Donc cette mise en relation, c'est un sujet très important. Un événement comme aujourd'hui peut évidemment y contribuer. Il y en a d'autres. Sachez qu'on a aussi une plateforme qui s'appelle Approche, sur laquelle les acheteurs publics mettent en visibilité leur projet d'achat, c'est-à-dire en amont d'une consultation, ils annoncent ce qu'ils se préparent à faire dans 6 mois, dans 1 an, voire plus loin. Il n'y a pas forcément tout dessus, mais il y a beaucoup de choses, donc sachez-le, ça peut être un endroit pour avoir des idées sur qui achète quoi et qu'est-ce qui va se passer et se préparer à répondre à des appels d'offres. Voilà un certain nombre d'éléments. En tout cas, il y a du potentiel, il y a une volonté d'acheter davantage innovant et notamment vers les entreprises de la French Tech. Merci beaucoup. Justement, on va avoir un retour d'expérience avec Alain Lacour
de l'IRA, vous avez identifié 3 types de marchés publics. Ceux auxquels il faut répondre, ceux où c'est compliqué et d'autres où ça vaut vraiment le coup d'y aller. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit retour d'expérience là-dessus ? Alors, déjà, je voudrais rebondir sur les réponses aux appels d'offres marché public. C'est vrai que ce n'est pas une sinécure, c'est très professionnel, très militaire. Il faut respecter une procédure, remettre tous les documents qui sont demandés. Si on en oublie, on est éliminé. Après l'heure, c'est plus l'heure de toute façon. Et si j'ai une recommandation à faire, c'est surtout de ne pas attendre la dernière heure pour envoyer les documents vers le site, parce que votre clé peut ne pas fonctionner, parce que le site peut ne pas fonctionner. Donc, on a pris l'habitude d'au moins soumettre réponse au plus tard la veille, parce qu'effectivement, on peut rencontrer des difficultés dans la soumission. Et c'est une démarche un peu militaire, mais en même temps froide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact avec l'unité, enfin avec la collectivité qui va émettre cet appel d'offres. Enfin, au moins dans mon métier, qui est le métier des paiements. Et donc, l'interaction, elle est faible. On va pouvoir poser des questions, on aura réponse aux questions, à nos questions, aux questions de nos concurrents. En général, on arrive même à deviner qui essaye de répondre à cet appel d'offres. Mais ensuite, voilà, on va être jugé sur des critères, on aura une note avec une partie financière, une partie technique. Et puis, bon, on est classé, voilà, on est content d'être 2e, 3e, 4e, puis des fois, on gagne. Et ce qui est important, c'est essayer de comprendre pourquoi on a perdu, pour essayer de s'améliorer, parce que on ne peut que progresser dans ce monde-là. Et on a pris beaucoup de claques au début, avant d'être un acteur un peu correct. Et donc, moi, je les classe en 3, les appels d'offres. Il y a ceux où il ne faut pas répondre. Ah. D'abord, répondre à un appel d'offres, c'est cher. Enfin, c'est du temps, c'est des ressources humaines en interne. Et donc, il y a des appels d'offres marché public. Ce n'est pas la peine d'y aller parce qu'on sait qu'on va perdre. Ah. Il y a quelques années, pour l'anecdote, j'avais un DG qui venait d'arriver. Donc, il y a un grand appel d'offres qui aurait été fantastique pour nous, mais il n'y a pas de lot. Okay, vous me parlez de lotissement, mais ce n'est pas un truc où il y a des lots. Et en plus, le prestataire qui le gère, il gère à la fois le paiement en tant que plateforme de paiement, et il gère tout le développement de l'application, etc. Et donc, l'appel d'offres, c'est tout reprendre. Et dans un délai qui est extrêmement court, donc c'est impossible. Alors, je sais que tout neuf, tout brillant, il a été chercher un prestataire pour l'exploitation, etc. Bon, on a pris une tôle. Et puis, il est revenu 4 ans plus tard, puisqu'il y a des délais, etc. Bon, là, on a dit, on n'y va pas. Et puis, on a un prestataire, Tessie, pour ne pas le citer, qui a dit, mais, qui est venu nous chercher, mais je vais répondre. Bon, il a pris une tôle de nouveau. Donc, celui-là, il faut le laisser à l'État. Enfin, il faut le laisser à ce prestataire. Il ne peut pas être mis en cause. Et je peux le comprendre, parce qu'il y a des notions de complexité de migration, d'intégration dans un système d'information complexe. Bon, voilà. Il faut savoir dire, j'y vais pas. Ensuite, il y a des appels d'offres que j'appelle minimalistes. Et ceux-là, ils sont un peu plus embêtants, parce que finalement, dans cette démarche, l'État, on a tellement entendu qu'on est en faillite depuis tellement d'années. Fillon, je crois que c'est un des premiers mots qu'il avait eu quand il a été nommé Premier ministre. L'État est en faillite. Que je peux comprendre aussi que l'État cherche à faire des économies. Et donc, quand je dis qu'ils sont minimalistes, c'est que on cherche un prix. L'État cherche un prix. Je peux le comprendre. Et donc, les fonctionnalités qui sont demandées, elles sont basiques. Et d'une certaine façon, les gens peuvent se dire, OK, il faut payer un service public. Ça ne marche pas aujourd'hui, ben, ça marchera demain. C'est différent de si vous voulez acheter un livre à la FNAC, ça ne marche pas. Ben, vous allez chez De Citre, pas chez Amazon, hein, mais au moins chez un éditeur français, chez un vendeur de livres français. Là, il faut payer votre facture de gaz, votre facture d'eau, vos services publics. Bon, ben, voilà, vous essayerez dans 1 heure plus tard. À la limite, ça peut attendre. Et cet appel d'offres-là, enfin, je ne dirais pas lequel c'est, mais il est un peu minimaliste. On l'a gagné par hasard, en 2014, je crois, parce qu'en fait, l'acteur qui le possédait s'est fait recaler sur la soumission. Il n'a pas envoyé les documents qu'il fallait. Bon, voilà, on l'a gagné comme ça. Ils ont été surpris qu'on soit très bon. Voilà. Il a été renouvelé, on l'a perdu pour des questions de prix. Il a été de nouveau renouvelé fin 2022, on l'a reperdu. En plus, la note financière avait, enfin, le pourcentage de la note financière avait beaucoup augmenté, donc c'était encore plus difficile de le gagner parce qu'on essaye de proposer des choses qui sont innovantes et ce qui est innovant a un coût. Voilà. Et ensuite, il y a les appels d'offres qu'on peut gagner et qu'on gagne parce que la collectivité met l'usager au centre du problème à résoudre.
Donc là, l'exemple que je vous avais donné quand on s'est parlé, c'est les transports de Strasbourg. Ils ont adopté une stratégie mobile first. Voilà, l'usager a besoin de son téléphone pour prendre le bus, pour acheter son ticket. Et donc, ils avaient une recherche de solutions techniques à haute valeur ajoutée. Et on a su répondre à leur attente. C'est un très gros client sur ce marché-là. Et l'histoire est assez intéressante parce que de cette expérience, on en a fait une expérience réussie en Argentine. On est un opérateur important sur le marché argentin. Et donc à Buenos Aires, il y a une société de la RATP argentine qui s'appelle Sub. Et donc ils ont développé une application iOS, Android, comme l'a fait la société de transport strasbourgeois, qui permet de recharger sa carte de bus, un peu pareil que Strasbourg. Et nous sommes la plateforme de paiement de cette solution en Argentine. Voilà. Donc plus c'est technique, plus on a de chance. Si c'est un peu minimaliste, c'est compliqué parce que moi je ne veux pas toujours vendre à n'importe quel prix. Et puis ensuite, il faut savoir ne pas y aller. Voilà. Merci beaucoup. Geoffroy, vous, de votre côté, vous avez une expérience de partenariat à la fois avec des acteurs publics et des acteurs privés. Comment est-ce que vous avez abordé cette stratégie de partenariat ? En gros, ce que tu m'expliquais, c'était que vous êtes à la fois B2C et B2B, et en l'occurrence B2B ou B2G si c'est un acteur public. Est-ce que c'est quelque chose que tu commences directement dans une stratégie de développement des partenariats, ou est-ce qu'en fait il y a des étapes à cocher avant ? Bonjour à tous. Donc United est le leader européen du crédit instantané. On a commencé sur le marché du particulier en direct. Donc on peut demander un prêt sur les sites web et mobiles de United dans les 5 personnes où on est, de 1 000 à 50 000 euros. Et on a fait ça de 2012 à 2020, 2019-2020. Et en 2019-2020, on a développé un deuxième canal de distribution qui est du B2B2C. Et là, le produit de crédit instantané devient embarqué chez des grands marchands, Bouygues Telecom, Apple, Microsoft, ou des grands acteurs du secteur bancaire qui en font leur propre offre. Donc effectivement, on était acteur full B2C de 2012 à 2019-2020. Et ensuite, on a développé ce deuxième canal partenariat. Donc là, on a 3 ans de retour d'expérience. Déjà, je voudrais dire, pour réagir à ton témoignage, que l'accès à la commande publique ou aux organismes publics, ça peut être un formidable accélérateur de développement et de croissance. On a annoncé avant-hier, dans le cadre des 10 ans de la French Tech, que le partenariat entre United et BPI France avait représenté 50 000 entreprises financées, quasiment 1 milliard d'euros. Et c'est 10 à 15% depuis 2020, chaque année depuis 2020. Ça représente 10 à 15% des volumes totaux de United dans toute l'Europe. Alors que la société est quand même, fait plus de 200 millions d'euros de revenus, quasiment 2 milliards d'euros de production de prêts par an. Donc ce partenariat avec BPI France, à qui on fournit toute notre technologie, on va dire middle et back-office de financement, dans le cadre des financements de TPE-PME, ça a été un énorme accélérateur pour United. Et je précise d'ailleurs que ça nous a permis grâce à la confiance de l'État et de BPI France, de découvrir un nouveau marché qui est le financement des entreprises. Là où United s'est construit depuis 10 ans dans le financement des particuliers. Donc ça nous a apporté des revenus, de la taille, mais aussi ça nous a permis de faire de la R&D, schématiquement. Alors pour répondre à ta question, moi, le retour d'expérience sur ces développements de l'activité de partenariat, 2 grands messages. Le premier, c'est le sujet du timing, et le second, de la qualité d'exécution. À partir du moment où on s'adresse à des grands acteurs, des grands acheteurs, qu'ils soient publics ou privés, je pense qu'il faut particulièrement avoir en tête ces 2 points. Sur le timing, on ne commence pas à contractualiser avec des très gros acteurs trop tôt. Voilà, ça peut paraître évident, mais il y a des étapes dans la création d'une entreprise. Nous, la première étape, c'était d'arriver à une maturité extrêmement forte sur le produit B2C qu'on distribue en direct, avant de le proposer à des partenaires pour embarquer ce produit de financement. Très concrètement, United s'est créé en 2009, a obtenu l'agrément d'établissement de crédit en 2011. Il y a 2 entreprises en France qui ont obtenu cet agrément d'établissement de crédit en 23 ans, établissement de crédit aux banques, donc assez lourd. On s'est lancé en 2012 et là, 1 an après le lancement,
on reçoit un appel de Xavier Niel qui nous dit « Est-ce que vous pourriez devenir la solution de financement pour les smartphones vendus par Iliad Free ?» Ça aurait été un deal énorme. Et je pense qu'il peut-être en 2 ans aurait permis à l'entreprise de multiplier par 20 à 50 son chiffre d'affaires. Donc sur le papier, extraordinaire. On s'est un peu posé, on s'est dit est-ce qu'on est réellement mûr pour encaisser ça maintenant? Est-ce que nos technologies sont mûres? Et on a conclu qu'elles ne l'étaient pas. Et donc il a fallu expliquer à Free qu'on ne pouvait pas les accompagner à ce moment-là. C'était 1 an après notre lancement, c'était en 2013. Puis après, tous les ans, on avait ces contacts avec le CFO de Free, qui est maintenant directeur général, Thomas Reynaud, et son équipe. Et il nous disait, bon les gars, c'est prêt ou Puis nous, chaque année, non, c'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt. Puis un jour, en 2018, ils sont revenus à nouveau avec une demande très concrète. Et là, on leur a dit, c'est bon, c'est prêt, allons-y. Et c'est ça, en fait, qui a lancé notre activité partenariat. Ça a été un deal énorme. Hein. L'ordre de grandeur, c'est entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et puis avec des niveaux de marge très très élevés. Donc c'est des partenariats importants. Donc le timing était clé. Timing de maturité, de taille, de capacité à absorber ça. On pensait aussi à l'époque qu'on n'avait pas les bonnes équipes techniques. Voilà, c'est très concret. On a eu un premier CTO qui était exceptionnel, qui est resté de 2009 à 2014. Mais c'était à cette époque-là et on se disait qu'il n'avait pas la façon de travailler qui permettrait de travailler avec un tel acheteur. Et puis depuis, on a notre deuxième CTO qui est toujours là aujourd'hui, qui est arrivé en 2014 et qui, lui, a une capacité à travailler avec ce type de très grands acteurs. Donc le timing et deuxième chose, la qualité d'exécution. Parce qu'en fait, on s'est aperçu assez rapidement que nos premiers gros acheteurs, les premiers gros partenariats qu'on a signés, étaient des incroyables prescripteurs. Concrètement, c'est Free, étant content de ce qu'on avait fait avec eux, qui nous a présenté à Apple, avec qui on a signé un partenariat ensuite énorme européen. C'est HSBC, avec qui on a travaillé un peu après, qui nous a fait rencontrer Microsoft et on est devenu partenaire financier de la Xbox. Et c'est Apple qui, ayant été introduit par Free, qui a ensuite parlé à nous de Bouygues Telecom, et on est la solution de financement des terminaux mobiles de Bouygues Telecom. Donc, le pouvoir de prescription de ces grands acteurs, de par leur taille, il est énorme. Enfin, c'est des leaders d'opinion, et quand ils valident vos technologies, votre produit, votre expérience à gérer des très grands projets, ils font du bruit. A contrario, si jamais la qualité d'exécution n'est pas au top, je pense que ça peut détruire votre entreprise. Et on voit quand même, je pense, trop d'acteurs de FinTech nouer des partenariats à des très grands groupes, ne pas avoir une qualité d'exécution exceptionnelle. Et je pense que ça peut mettre à plat votre entreprise. Donc le timing et la qualité d'exécution, les deux sont un peu liés. Hein. Si on avait fait les trucs trop tôt, on aurait fait un truc pourri. Mais même si vous avez bon le timing, pour ce type d'acteurs qui sont des prescripteurs incroyables et qui sont votre premier canal marketing pour une activité B2B, il faut avoir une qualité d'exécution exceptionnelle. Donc investir, mettre les équipes en face, etc. Je vois le temps qui défile. Alain, j'avais peut-être une dernière question pour vous et après, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Une question d'actualité, parce qu'on a des textes comme CSRD qui vont venir un peu bouleverser les appels d'offres, la structuration des appels d'offres. CSRD, c'est toute la réglementation extra-financière qui vient ajouter des nouveaux critères dans les appels d'offres. Vous avez déjà commencé à le voir avec certains clients. On essaye de se faire une réponse rapide, mais comment est-ce que vous voyez les choses et comment vous voyez la chose évoluer déjà dans le présent et surtout dans les prochains mois? Bon, déjà, forcément, on a une approche en interne pour répondre à ces problématiques de respect de l'environnement. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense que les députés qui votent les lois ne passent pas forcément beaucoup de temps dans les entreprises et nous demander, bien sûr, de réaliser nos expertises, de faire des efforts d'économie, etc. Bon, c'est forcément un engagement important aussi dans l'entreprise. Mais on a aussi l'obligation de faire un travail de collecte des informations des tiers avec lesquels on travaille. Et ça, c'est un travail qui est colossal. Pour un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille, ils n'ont pas la taille, donc ils sont forcément incapables de nous répondre. Et donc aujourd'hui, moi je le vois comme certes une démarche personnelle,
à l'entreprise, hein, qui implique l'ensemble des collaborateurs. On a une réunion prochainement là, pour faire le bilan de notre année 2023 sur le sujet. Mais aller collecter l'ensemble des informations pour ensuite essayer de les agréger de l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille, c'est un travail colossal. Et je pense que les députés qui pondent les lois ne se rendent pas compte de l'impact en termes de coûts internes à l'entreprise que ça va générer demain. Voilà. En gros, ça va venir ajouter dans les appels d'offres une obligation de collecte d'informations sur toute la chaîne de valeur, sur des informations extra-financières, donc RSE, social, environnemental, gouvernance. Et donc là, ça va supposer du coup, pour des gros acheteurs qui peuvent être vos donneurs d'ordre, de collecter des informations sur vous. Et donc pour vous, en tant que prestataire, de devoir collecter ensuite derrière l'ensemble de votre chaîne de valeur pour assurer de répondre à des critères qui ne seront donc plus que le prix. Peut-être que demain, ce sera minimaliste non seulement sur le prix, mais aussi le tonnage carbone, etc. Donc c'est un élément à prendre en compte et qui est encore en discussion aujourd'hui dans la mise en œuvre, mais c'est vrai qu'au niveau européen, c'est déjà passé. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter un petit mot ? Oui, sur ce point, enfin, je comprends toute la complexité, hein, mais elle est aussi d'ailleurs pour l'acheteur. Il faut avoir en tête que sur les aspects environnementaux, on a un objectif législatif qu'à partir de 2026, tous les contrats d'achat public, pour tous les acheteurs publics et quelle que soit leur taille, devront comprendre une partie environnementale à la fois dans les spécifications techniques, dans les critères d'attribution et dans les conditions d'exécution. Donc ça c'est 2026, mais on va avoir besoin d'accélérer, en tout cas sur le périmètre qui me concerne, État opérateur, dès 2024. Donc c'est un sujet très délicat parce que considération environnementale, en fait, c'est extrêmement large. Et bien sûr, ça n'a de sens que si on l'adapte à la nature des achats. On ne fera pas la même chose sur des prestations intellectuelles, sur des fournitures, sur des travaux, etc. Donc c'est un travail que nous allons mener pour, disons, définir une stratégie sur quelles sont les bonnes considérations environnementales par grande catégorie d'achat. Sujet très technique et sur lequel il ne faut évidemment pas que nous, acheteurs, nous travaillions tout seuls parce que ça n'a de sens que s'il y a une offre pertinente en face. Donc c'est là qu'on rejoint la capacité également, catégorie d'achat par catégorie d'achat, d'avoir des entreprises qui sauront s'inscrire dans les critères ou les conditions qu'on va fixer. Voilà, c'est ce qui va être un sujet, je pense, très difficile, enfin, franchement. Donc mais voilà, il y a devant nous un agenda obligatoire relativement court, dans 3 ans, qu'il va falloir essayer d'atteindre. Bien, parfait, merci beaucoup. Et bon, il n'y a plus qu'à. Merci, à bientôt. Merci.